Bonjour à tous et à toutes, c'est Myriam et je vous retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans une précédente vidéo, pour vous parler de tous ces livres qui ont marqué mes 12 derniers mois où je n'ai pas fait de vidéo. J'ai lu pas mal de choses, j'ai découvert beaucoup de choses aussi, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai enfin passé le cap de certaines choses que je voulais lire depuis des années, et bien une bonne décennie, et je l'ai enfin fait, donc je vais pouvoir vous en parler tout de suite. Tout d'abord, c'est un mythe de la littérature de l'imaginaire, du genre de la fantasy que j'ai enfin découvert après des années, au moins une bonne dizaine d'années, où on n'arrêtait pas de me dire « Myriam, il faut absolument que tu lises ces livres ». Oui, je suis fière de pouvoir dire que j'ai enfin commencé, et déjà pas mal avancé dans la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Oui, voilà. Je crois que j'en suis quasiment à la fin du premier cycle, et oh! Effectivement, quand j'ai commencé cette saga, je me suis tout de suite donné des baffes. Parce que je me suis dit, mais pourquoi Myriam, pourquoi as-tu attendu si longtemps pour découvrir cette saga incroyable, addictive, complètement tarée? Il me semble que je vous en avais parlé dans une de mes toutes dernières vidéos avant de faire ma pause de 12 mois. Mais je peux vous confirmer qu'au fil des mois qui ont suivi, j'ai effectivement continué à lire tome après tome. Et pour l'anecdote, il m'est arrivé une fois de terminer un tome sans avoir le tome suivant directement sous la main. Et ce fut dur. Ce fut violent. Ce fut vraiment terrible. Je vous conseille donc, si vous commencez cette saga, de vraiment toujours avoir un tome d'avance. On sait jamais, parce que au potentiel addictif de cette saga, où l'auteur a en plus de ça la fâcheuse tendance de toujours terminer son tome sur un cliffhanger de malade. Voilà. Merci. En fait, non. Pas merci Robin Hobb. Non, vraiment pas. Voilà, rapide résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. L'Assassin Royal de Robin Hobb, c'est l'histoire de Fitz, un jeune garçon orphelin qui est en fait le fils d'un prince de la lignée royale, qui va faire son apprentissage de la vie au sein de la cour, qui va être recueilli par le frère de son père et qui va devenir l'assassin du roi. Et donc forcément il va faire l'apprentissage de la vie, l'apprentissage des complots, l'apprentissage des secrets de cour, mais également l'apprentissage de l'art avec un A majuscule, qui est le côté un peu magique de cette saga. Je ne vous en dirai pas plus pour pas trop vous spoiler, mais Fitz a des compétences magiques, il est capable de contrôler des choses à distance, de se projeter dans d'autres personnes, et notamment a la possibilité bien unique et bien toute particulière à lui de communiquer avec les animaux. Donc si vous aimez beaucoup les animaux, si vous aimez voir des animaux qui ont un rôle prépondérant dans des livres, je vous conseille doublement cette saga, parce que vous allez suivre ces relations toutes particulières avec des animaux. C'est vraiment quelque chose qui vous donne le sourire aux lèvres quand vous lisez cette relation toute particulière qu'il a avec un certain animal d'ailleurs. Je vous laisse le découvrir par vous-même. C'est aussi une saga qui est assez féministe, j'ai trouvé. Alors l'auteur est une femme, certes le personnage principal est un personnage masculin, mais dans cette saga, la place des femmes n'est pas forcément la place d'une princesse cruche qui reste là à attendre que tout se passe. Il y a des femmes maîtres d'armes, il y a des femmes soldats, il y a des femmes, voilà, à tout point de la société, quelles que soient les différentes tâches, même si ce sont des tâches traditionnellement masculines dans les univers fantasy. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite note, voilà, qui nous change des fantaisies habituelles. Et si vous hésitez à commencer cette saga parce que vous vous dites oui mais bon le trône de fer j'ai pas vraiment accroché parce que c'était très complexe, là je vous arrête tout de suite parce que moi aussi au début j'avais vraiment peur pour la même raison, mais cette saga est beaucoup plus facile à lire parce que à la différence du trône de fer où il y a énormément de personnages et où un chapitre sur deux vous changez radicalement de point de vue et d'endroit géographique où l'action se situe, là cette fois-ci vous n'allez suivre que Fitz. Voilà, c'est le seul personnage que vous suivez tout au long de cette saga, et donc forcément il y a une certaine cohérence, il y a une certaine linéarité dans le déroulé de l'action qui vous repose vachement les méninges, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à connaître, à intégrer quand vous lisez de la fantasy, et le fait que on se concentre sur un seul personnage, c'est déjà pas mal. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de lire cette saga si c'est pas déjà fait. Foncez, foncez, foncez. 2018 a été également pour moi l'année où j'ai enfin commencé à lire un auteur que j'avais envie de lire depuis très longtemps également. Cette fois-ci un auteur de thriller, un auteur
d'horreur. Vous aurez donc reconnu peut-être Stephen King. J'ai enfin passé le cap, j'ai enfin sauté le pas et j'ai enfin découvert la plume de Stephen King. J'ai donc commencé avec Salem, j'ai ensuite lu Misery, et ensuite j'ai lu une petite nouvelle qui s'appelle Gwendy et la boîte à boutons de Stephen King, donc qu'il a coécrit avec Richard Chizmar, que je ne connaissais pas du tout. Alors, waouh! Effectivement, donc Stephen King a l'habitude d'écrire des briques, ça, on est tous d'accord. Mais voilà, Stephen King, quoi, c'est... J'ai donc eu la chance de pouvoir lire des livres qui n'ont pas vraiment grand chose à voir les uns avec les autres, puisque Salem est un livre qui nous parle de vampires et non pas de sorcières, comme son titre pourrait tendre à le faire croire. Salem, c'est l'histoire d'un auteur assez populaire qui va revenir dans la ville de son enfance et qui va vouloir exorciser une peur qu'il a eue quand il était tout petit. Une peur qu'il a eue dans une maison, dans la maison de Martin's House, une maison qui domine la ville sur une petite colline et qui est abandonnée puisqu'il s'est passé un drame très très violent il y a plusieurs dizaines d'années. Et quand il revient, donc il s'attend à retrouver cette maison abandonnée et à pouvoir un peu voir ce qui s'y passe vraiment, mais bizarrement la maison a retrouvé de nouveaux habitants. Et les nouveaux habitants sont vraiment très très bizarres parce qu'on ne les voit jamais et que bizarrement la lumière est toujours allumée la nuit. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai dessus. C'est incroyable. Le livre est très très long, mais alors, les chapitres défilent les uns après les autres et c'est vraiment une caractéristique des livres de Stephen King, en tout cas pour ce que j'ai lu pour le moment, c'est que vous pouvez pas vous empêcher de continuer à lire même si les chapitres sont finis, vous enchaînez les pages les unes après les autres. Voilà, il a une façon de tenir en haleine son lecteur qui est juste incroyable. Donc Salem, vraiment beaucoup aimé, je lui avais mis 5 étoiles. Misery qui n'a absolument rien à voir. Misery qui est un thriller. C'est l'histoire toujours d'un écrivain très célèbre qui a un accident de voiture dans une petite ville des montagnes et qui va être recueilli par une femme. Oui, elle le recueille plutôt que de l'emmener à l'hôpital. Vous commencez à voir le petit problème. Et en fait, elle va le retenir prisonnier. Voilà, il va être retenu en otage, et le problème c'est qu'il a tué son héroïne principale dans son dernier livre, et que la personne qui l'a recueillie en otage est très très fan de cette héroïne. Donc du coup, elle va le forcer à réécrire la suite de cette histoire en la faisant revenir à la vie, tout en le torturant. Voilà. Toujours pareil, ça se lit mais ça se dévore littéralement, même si c'est horrible. Horrible. C'est-à-dire que dans l'horreur, vous pensez qu'il y a ça, et en fait, il arrive à nous la mettre là, la barre de l'horreur. Même s'il n'y a rien de surnaturel. C'est un huis clos, mais vous vous dites, oh mon Dieu, comment il fait pour avoir des trucs pareils qui lui viennent dans la tête? Je préfère pas savoir. Et ensuite, la petite nouvelle, donc Gwendy et la boîte à boutons, je ne connaissais pas du tout Richard Chizmar, qui est le co-auteur de cette nouvelle avec Stephen King. Et je dirais que c'est un peu de la littérature young adulte. Alors oui, voilà, Stephen King écrit aussi pour du young adulte, pour de la jeunesse, adolescence, puisque l'héroïne principale est une adolescente, l'héroïne principale est en surpoids et elle va faire sa rentrée au lycée. Or, elle est complexée par son poids et par toutes les moqueries que les autres élèves, durant sa scolarité auparavant, lui ont adressées, et donc forcément, elle n'a qu'une seule hâte, c'est de perdre le poids qu'elle a en trop avant sa rentrée au lycée. Elle va rencontrer un mystérieux bonhomme qui va lui filer une petite boîte en bois avec des boutons à l'intérieur et des petits leviers. Et en fait, je vous en dis pas plus parce que cette boîte est plus une malédiction qu'un cadeau. Alors ça va lui permettre de perdre du poids, ça c'est clair, mais ça va devenir une obsession. Voilà, je vous laisse découvrir un peu cette petite nouvelle qui est un inédit du livre de poche. Donc si vous voulez découvrir un peu du Stephen King, même si c'est pas que Stephen King, mais très court, voilà. Et ce que j'apprécie également, alors c'était le cas dans Salem et c'était le cas dans Gwendy et la boîte à boutons, c'est que l'ouvrage est ponctué de petites illustrations qui sont vraiment agréables à regarder et qui voilà, donnent un petit caractère assez unique à l'ouvrage tout au long de votre lecture. Pour rester dans le genre de Stephen King, mais en France cette fois-ci, j'ai lu son équivalent francophone, à savoir Maxime Chatham, Le Signal. C'est mon premier Maxime Chatham. Vous avez vu un peu le style de lecture que je commence à développer. C'est mon premier, mais waouh! Quel premier! Est-ce que tous les Maxime Chatham sont comme celui-ci? Parce que
On est dans le Signal, une fois de plus dans une petite ville des États-Unis, pas très loin de Salem, de la ville de Salem d'ailleurs. Une famille new-yorkaise va venir emménager dans cette petite ville enclavée sur la côte des États-Unis et elle va habiter une ferme qui a été retapée à de très nombreuses reprises et où il va commencer à se passer des choses. Voilà. Mais il ne se passe pas des choses que dans la ferme. Il commence à se passer des choses aussi un peu partout en ville. Et c'est vraiment très gore. Et ça fait flipper. Ne lisez pas ça quand vous êtes en train d'aller vous endormir le soir, la nuit, tout seul dans votre lit. Faites pas comme moi. Ces auteurs qui, s'ils n'étaient pas auteurs, seraient tueurs en série. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour résumer ce livre. 5 étoiles aussi, pareil. Et alors là, je vous donne une petite piste sur la prochaine vidéo que je vous ferai et sur le genre littéraire que j'aimerais un peu plus explorer durant l'année à venir et durant les années à venir si c'est possible, parce que je trouve qu'on n'en parle vraiment pas suffisamment sur Booktube. J'ai lu The 7 Deaths of Evelyn Hardcastle par Stuart Turton quand il est sorti en Angleterre vers le mois de mars. Et ce fut un coup de cœur. Alors ça fait partie des genres de livres complètement frappadingues, complètement what the fuck, pour lesquels vous êtes en train de vous demander comment vous allez faire pour les résumer. Imaginez-vous la propriété de Downton Abbey. Imaginez-vous l'écriture de Agatha Christie. Et imaginez-vous une partie de Cluedo géant. Vous aurez The 7 Deaths of Evelyn Hardcastle. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille dans un corps qu'il ne connaît absolument pas, sur une propriété qu'il ne connaît absolument pas, il n'a plus aucun souvenir de rien. Il va donc progresser un peu au sein des personnes qui l'entourent, il va commencer à comprendre un peu où est-ce qu'il est, et il va y avoir un meurtre qui a l'air d'un suicide, celui de Evelyn Hardcastle. Le défi, c'est qu'il faut qu'il résolve ce meurtre. Mais s'il ne résout pas ce meurtre en 24 heures, il recommence la même journée dans le corps d'un autre des invités de la fête qui se tient sur cette propriété, et il recommence encore et encore et encore jusqu'à ce que les invités soient épuisés et que voilà, ils soient condamnés à jamais à errer comme une âme en peine. Petite particularité également, à chaque fois qu'il change de corps et qu'il prend la possession du corps d'un des invités, il prend également ses capacités physiques et aussi ses capacités mentales. C'est-à-dire que s'il prend le corps d'un médecin, il va être beaucoup plus doué à trouver des détails scientifiques et des détails médico-légaux. S'il prend le corps d'un avocat, il va être beaucoup plus doué à la persuasion d'autrui pour avoir des informations. S'il prend le corps d'un policier, enfin voilà, vous pouvez à peu près comprendre de quoi il s'agit. C'est un livre incroyable, je ne sais pas comment l'auteur a réussi à faire pour l'écrire, parce que chaque petit détail que vous voyez tout au long de ces presque 600 pages est savamment pensé. Parce qu'à la fin du livre, vous vous apercevez que le petit détail qui a été mentionné au tout début avait une importance cruciale et vous mettez toutes les pièces du puzzle les unes avec les autres pour enfin révéler le tableau complet. Ça me donne limite envie de le relire pour pouvoir recommencer à voir tous les petits détails que j'ai très certainement loupés parce qu'il y en a tellement qui sont disséminés comme des indices un peu partout dans ce livre. Voilà. Et puis bon, en plus, est-ce qu'on peut 2 secondes parler de cette couverture absolument sublime? Et attention, cerise sur le gâteau, à l'intérieur du livre, puisque vous avez littéralement une carte. La carte de la propriété et de la maison avec les différentes pièces où les différents personnages habitent. Ce qui me fait fortement penser au Cluedo. Voilà, donc 5 étoiles pour ce livre qui a été un incroyable coup de cœur pour moi. J'ai discuté avec l'auteur sur internet. L'auteur m'a dit que la traduction en France était prévue. Donc j'ai très hâte, vraiment très hâte qu'il soit traduit en France pour que vous puissiez tous le lire. C'est donc un roman gothique, un roman victorien qui m'a donné vraiment très envie de pouvoir explorer un peu plus ce genre de littérature. Je vous en reparlerai dans une vidéo très prochainement sur tous les livres que j'ai achetés et qui me font très envie de découvrir très prochainement. Et pour terminer cette vidéo, j'ai commencé un genre littéraire que je n'aurais jamais cru que je commencerais un jour, à savoir lire des mangas. Parce que oui, les mangas, la littérature graphique, c'est quelque chose auquel j'ai pas vraiment été habituée durant mon enfance. J'ai beaucoup plus lu de la littérature que des romans illustrés. Donc ma foi,
Je me suis lancée parce que sur Instagram on parlait beaucoup de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika et notamment de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posuka Demizu aux éditions Kaze. Donc forcément je me suis lancée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors plus l'Atelier des sorciers que The Promised Neverland, même si les deux ont été de très bonnes lectures. Et j'ai surtout aimé les dessins, j'ai trouvé les dessins vraiment très jolis, vraiment sublimes même pour l'Atelier des sorciers. C'est vrai que les mangas, généralement, en fait, c'est surtout ça qui me freine, c'est les dessins qui sont peut-être un peu trop japonais. Vous me direz c'est logique Myriam, mais c'est quelque chose voilà, pour lequel j'ai pas forcément de sensibilité particulière. Mais alors, l'Atelier des sorciers, ces dessins qui sont juste vraiment sublimes. Il y a un travail sur cette esthétique. Ça me donne limite envie de passer beaucoup plus de temps sur les illustrations pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez fait de jolies découvertes si vous ne connaissiez pas certains de ces ouvrages. J'espère aussi que vous faites de très belles lectures. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà lu parmi tous ceux que je vous ai présentés ou s'il y en a certains qui vous font envie. Comme d'habitude, moi, eh bien, une fois de plus, je vous souhaite de très belles lectures. Je vous souhaite une très belle semaine également et je vous fais de très gros bisous. Salut!